Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride mi-auto-édité, mi-édité, pour te faire lire et pas que ces livres. Donc dans cette chronique, je vais te parler du livre que j'ai lu en te développant différentes parties avec le sujet de l'œuvre, les problématiques, mon avis sur l'œuvre, les thématiques, mon personnage préféré et à qui je recommande ce type de livre. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, tu la likes, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et la partager. Je te remercie de ton écoute et je te dis à tout de suite pour la suite. Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Alors, je n'ai peut-être pas la tenue adéquate ni le chapeau adéquat pour te donner le baromètre de ce livre, puisque nous allons parler d'un livre très sérieux qui est Lady Sapiens. Je vais réussir à retirer la couverture, voilà, mais en même temps il me servait de marque-page, donc c'était assez pratique. Donc de Thomas Sirotto, Jennifer Kenner et Eric Pincas. Un livre passionnant sur la femme à l'époque de la préhistoire. Jennifer Kerner, je mettrai le lien de sa chaîne en description parce qu'elle anime aussi une chaîne YouTube sur l'archéologie qui est absolument passionnante. Et c'est pour ça que quand elle a parlé de ce livre, alors je me suis précipitée dessus. Je me suis précipitée pour l'acheter, oui. Après, pour le lire, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente de l'avoir lu. J'ai appris plein de choses et c'était vraiment chouette parce que ça débunk beaucoup d'idées préconçues sur l'homme préhistorique en général et notamment la femme parce qu'ils expliquent beaucoup de choses. Mais d'abord, je vais passer au 4e de couverture avant de m'emballer. Que savons-nous de la femme de la préhistoire ? 33 des plus grands spécialistes mondiaux, préhistoriens, anthropologues, archéologues, ethnologues, généticiens, tentent de répondre à la question dans cette enquête inédite. Chapitre après chapitre, les idées reçues et les préjugés sont déconstruits, preuve à l'appui, afin de redonner à Lady Sapiens toute sa place dans l'histoire de l'humanité. On la croyait faible et sans défense, on la découvre chasseresse, combative et puissante. On la pensait bestiale et primaire, la science révèle qu'elle maîtrisait de nombreux savoirs et prenait soin de son corps et de son apparence. On l'imaginait soumise, elle était respectée, honorée, vénérée. Son souffle, ses pas, ses gestes retrouvés nous invitent à redécouvrir l'histoire de nos origines. Une histoire sensible et plus juste des femmes et d'hommes unis dans une destinée commune dont nous sommes les héritiers. Et si l'âge de glace était aussi l'âge de la femme ? Alors, apparemment, à l'origine du film, il y a un film documentaire, Lady Sapiens, qui est une enquête scientifique écrite par Eric Pincas, Thomas Sirotto et Jacques Malater, donc réalisé par Thomas Sirotto et illustré avec des images extraites du jeu vidéo Far Cry Primal. Je ne connais pas. Voilà, je n'ai pas encore regardé le film, mais en tout cas, voilà, c'est avec France TV et compagnie. Si je retrouve les coordonnées, parce que le film est sorti en DVD, je mettrai le lien en description, parce que je pense que ça peut être aussi très sympa de le découvrir avec des images. Pour ceux qui aiment aussi voir des images ou se représenter un petit peu l'idée actuelle que nous faisons des hommes préhistoriques, ça peut donner un côté sympa aussi à tout ce livre. Parce que, voilà. Alors, à propos de l'homme préhistorique, c'est vrai qu'on est dans des dates qui sont extrêmement loin. Voilà, on est à moins 700 000 ans. Non, même pas. Non, 7 millions d'années. Pardon. 700 000 ans, on est plutôt... Voilà, 700 000, on est au moment... pas trop loin du moment où on atteint la taille maximale du cerveau et compagnie. J'ai du mal avec les chiffres. Et voilà, donc on va parler des premiers qu'on va trouver. Après, on va commencer à regarder aussi par rapport à l'industrie qui commence à développer.
la fabrication d'outils avec les galets taillés, le galet biface, la découverte du feu, qui est une découverte primordiale pour l'avancée de l'homme, les gestes mortuaires, etc. Donc voilà, pour les passionnés de préhistoire, ça va vous parler, enfin ça va te parler, parce que d'office, tout ça, tu connais. La découverte du feu, ça a été quelque chose d'énorme dans l'avancée de l'homme, et c'est ça qui l'a vraiment distingué de l'animal. On a aussi l'art graphique, où on a découvert des dessins, et après, on a justement, quand ils ont commencé à faire des sculptures pour représenter la femme, comment? Quand ils ont aussi sculpté, enfin, pas sculpté, dessiné des représentations de femmes dans des grottes, etc. Donc, on a des noms de périodes que personnellement je ne maîtrise pas encore vraiment. À force de lire des livres sur la préhistoire, je commence un petit peu à m'y retrouver, mais ça reste compliqué parce que voilà, ce sont des dates qu'on a du mal à se représenter, enfin surtout dans mon cas par exemple. Et c'est une discipline qui est extrêmement compliquée parce que on a énormément d'hypothèses jusqu'au jour où on tombe dans une grotte, où là on va vraiment avoir des sources et des informations qui vont permettre de faire vraiment avancer la science. Parce que par exemple, voilà, on a la grotte Grimaldi en France, où ils ont trouvé la sculpture de la Dame du Cavillon. On a le Dolní, je ne saurais pas le dire, mais en République tchèque, où là, pareil, ils ont fait pas mal de découvertes. Ils ont fait des découvertes en Allemagne aussi. Voilà, et là, quand ils arrivent à découvrir des endroits comme ça, avec l'analyse, avec les progrès que la science a fait pour On n'est plus au carbone 14, on est beaucoup plus loin que ça. Ça permet de découvrir plein de choses. Et avec un ossement, on va pouvoir comprendre beaucoup de choses, enfin beaucoup d'informations qu'on n'imaginait peut-être pas. Et alors, ce qui est absolument passionnant, il commence aussi en expliquant que les premiers anthropologues, c'était des hommes, hein, parce que les femmes étant occupées dans leur maison à s'occuper des enfants, ou pour les bourgeoises, à aller rencontrer les copines, se faire coudre des nouvelles tenues, ou aller faire un peu de couture, ou je ne sais quoi, ou du théâtre, enfin voilà, les hommes s'occupaient, eux, de la science, etc. Et du coup, ce qu'ils ont expliqué, et ce qui était très intéressant, c'est que tout ça a été écrit très longtemps par des hommes avec leur représentation de leur société actuelle. Et ça a été un énorme effort par la suite de comprendre comment la société de cette époque-là, enfin, selon les hypothèses qu'on a, fonctionnait. Parce que il faut complètement se détacher de nos préjugés à nous actuels, notre culture, pour se replonger dans l'époque qu'on étudie et se dire, ils réagissaient pas du tout comme nous. Par exemple, les Sapiens, à cette époque-là, qu'est-ce qui l'intéressait? C'était manger, donc cueillette, chasse, se vêtir, parce que bah, du coup, avec les animaux qu'ils avaient chassés, ils récupéraient les peaux, kitanaient, ils cousaient les morceaux ensemble pour se faire un vêtement, pour pas avoir froid. Et quand elle attendait un enfant, eh ben, c'était de réussir à le mettre au monde correctement et après de le nourrir lui-même. Donc elle s'en occupait, etc. Ou elle s'occupait éventuellement des autres enfants, des autres membres de la tribu, pour qu'ils restent en bonne santé ou en bon état au moins, et pour qu'ils grandissent eux-mêmes. Voilà, elle s'occupait des petits. Alors, au niveau de ce qui est abordé, vraiment, je vais partir sur la table des matières directement parce que ça va être beaucoup plus simple. On a le véritable visage de Lady Sapiens. Donc, comme ils disent dans le résumé, ils voient qu'elles avaient des parures et qu'elles elles cousaient des vêtements et d'une certaine manière, qu'elles portaient des bijoux. Et bah, on parle aussi de sensualité et de sexualité, parce qu'il y avait des rites de rencontre entre hommes et femmes, le fait de fonder une famille, l'allaitement et le sevrage, parce qu'à cette époque-là, c'est vrai que c'était quand même assez compliqué.
Et puis les femmes, donc les meunières, celles qui cuisinaient, celles qui taillaient les pierres, les femmes artistes. Et est-ce qu'il y a eu des chefs, des femmes chefs? Voilà, donc ça aborde vraiment tout le, toutes les relations, et c'est pas ouais, les femmes c'est les meilleures et tout. Non, il y a vraiment une enquête scientifique où on s'interroge sur le rôle de chacun dans la tribu qui était fondée et comment ils vivaient et comment la femme vivait dans à cette époque-là, dans la tribu en question, et quel rôle elle tenait. Et donc, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils se sont inspirés de la bibliographie. Donc, ils ont donné une bibliographie indicative pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est vrai qu'il y a vraiment des perles dedans qui méritent qu'on se penche dessus pour les lire. Notamment, on parle des chasseurs-cueilleurs, on parle du point de vue biologique de Homo sapiens et ses ancêtres, le nomadisme, etc., etc. Et donc, ils recitent dans leur livre les hypothèses des scientifiques qu'ils ont lues pour, pour étayer leurs propos. Donc, c'est un livre qui a été publié, alors que je ne dise pas de bêtises, en 2021, donc quelque chose qui est très récent. Et peut-être que dans 10 ans, quand on le lira, on aura encore avancé au niveau des découvertes sur les hommes préhistoriques, et on aura peut-être avancé aussi sur le rôle de Lady Sapiens. Moi, ce que j'ai apprécié dans ce livre, ce que j'ai lu en tant que féministe, c'est justement aussi que on remet un peu la place à la femme qu'elle occupait à l'époque, en s'affranchissant complètement du côté revendicatif. C'est pas oui, mais les femmes, elles étaient meilleures que les hommes, elles étaient plus fortes ou quoi. Non, les femmes avaient leur place, elles occupaient celle-là et elles ont eu ce rôle-là. Et en 2021, donc à notre époque maintenant, voilà ce qu'on a découvert. En s'affranchissant de, justement, comme je disais, de tout ce qu'on a pu imaginer avant, et en disant que certaines théories n'étaient pas vraies parce qu'elles étaient plus fondées. Alors il y a un terme précis qui dit ça, enfin qui exprime ça, le fait de regarder l'époque avec le prisme de sa propre culture. Et ça, on en a souffert énormément dans l'archéologie et dans les différentes sciences pendant longtemps. Et après, on a commencé à mettre une méthode en place, à photographier les objets, à leur donner un numéro, à les analyser selon certains protocoles, etc., pour que ce soit beaucoup plus rigoureux et que comme ça, on n'aille pas polluer des scènes d'archéologie, etc. Oui, je suis une grande passionnée d'archéologie et un de mes grands fantasmes, ce serait d'aller passer 3 semaines sur un site, même si je ne découvre rien, pour au moins voir ce qu'ils font et comment ils le font, parce que je trouve que là, vraiment, on rentre dans un moment d'histoire qui est absolument passionnant. Et qu'est-ce qu'il raconte aussi? Il parle du côté physique de la femme, il parle de, justement, comme il y a qu'elle qui mettait des enfants au monde, il parle de la manière dont elles accouchaient. Et comment? Il parle de leur physique qui a évolué avec la bipédie. Et alors là, par exemple, je vais parler d'un petit extrait. Donc, Vincent Balter, par un simple calcul, peut affirmer que les femmes étaient loin d'être des mères de famille très nombreuses. Les femmes du Paléolithique pouvant procréer jusqu'à 30 ans environ, si on compte un allaitement pendant 2 à 3 ans et un premier enfant autour de 14 ans, cela nous donne au maximum 5 ou 6 naissances par femme, à mon avis dans le meilleur des cas. Parce que donc là, ce qu'ils estiment, c'est que pendant que les femmes allaitaient leur enfant, elles tombaient rarement enceintes. Donc du coup, vu qu'elles allaitaient l'enfant pendant 2 ou 3 ans, le côté pratique, c'est qu'elles n'avaient pas à lui donner des baies ou des fruits qu'elles allaient cueillir.
Et du coup, elle se nourrissait et comme ça, bah, l'enfant récupérait avec leur lait. Et bah, elle pouvait justement être plus proche de leur enfant et le surveiller beaucoup plus longtemps. Euh, il y a plein de, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont expliquées dans ce livre. On a aussi des illustrations de ce qui a été retrouvé dans des grottes. On a beaucoup d'explications sur l'art, sur les hypothèses qu'on a par rapport aux dessins qu'on a retrouvés dans les grottes, qu'est-ce qu'ils voulaient représenter. Et ça permet un peu de comprendre la culture de ces personnes bah, dans une époque qui est complètement révolue pour nous et très très éloignée. Donc voilà, par exemple, on va parler de la tenue, où là on imaginait qu'ils étaient complètement couverts. Et, euh, et voilà, là on va parler des aiguilles qu'ils utilisaient pour s'habiller. Enfin voilà, un livre très riche. Il n'est pas forcément très très épais, mais par contre, étant donné que c'est une mine de connaissances, voilà, je veux dire, c'est pas un livre qu'on va lire comme un roman pour se détendre ou quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça n'a pas été mon cas. J'étais pas en train de prendre des notes, mais quasiment parce que il y a des choses que j'ai certainement oubliées depuis que je l'ai lu et des choses que je reprendrai certainement quand je me replongerai un petit peu dans cette époque-là. Voilà, donc à recommander à qui? Bah, à recommander aux amateurs d'histoire, aux passionnés d'archéologie, d'ethnologie aussi, parce qu'on apprend vraiment énormément de choses sur la culture des hommes préhistoriques, et à ceux qui ont envie de s'instruire tout simplement. Je te laisse avec ma présentation où je vais t'expliquer un petit peu plus tout ce que je fais, hormis lire et chroniquer des livres. À très vite. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, bah, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que par exemple, dans la descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur, bah, dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et son amie Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a deux et elle part en voyage avec son mari parce que bah, elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement est-on une femme si on n'a pas d'enfant? Parce que je lis quand même assez souvent que une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire, par biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour jouer avec les mots, et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent qu'ils intéressent personne,
ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un, mais on peut faire des retours constructifs et on peut justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va quoi. Non, un texte, ça se travaille et puis, bah, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique ou voilà, c'est, la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo, donc là c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo. Et on le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne. Sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, bah, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre, en global et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner, vaquer à tes occupations et si tu veux, des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.